tous, bonjour chers spectateurs, chers téléspectateurs, bonjour chers frères et sœurs, bonjour tous les panélistes, bonjour à vous tous qui à la maison chaque dimanche écoutez notre émission Gas TV, Racine, qui vient vous parler de nos faits sociaux, de ce qui se passe partout dans notre quotidien, mais aussi dans notre milieu de travail. Aujourd'hui particulièrement, nous allons entamer un sujet qui n'est pas aussi facile. C'est vrai que c'est parfois sensible. Et là, nous savons que nos communautés, surtout la communauté immigrante, ces communautés-là méritent mieux. Car aujourd'hui, nous attaquons un sujet qu'on va un peu voir, pas pour les minimiser, c'est l'appellation, les micro-agressions dans le milieu de travail, dans la vie au quotidien, ce que traverse la communauté immigrante ici au Canada, pour ne pas dire au Québec. Et nous aurons beaucoup de choses à débattre, nous aurons des expériences, nous aurons du vécu, mais nous aurons aussi une recherche qui nous permet de nous appuyer dessus pour présenter ce problème. C'est moi, Papy, pour vous. Après le générique, on revient et on attaque de plus belle. Ben Sekina. Cham. Ningenda anda, ningenda anda, ningenda anda, ningenda anda. Benam, 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 benam. Nado. Bonjour l'Amérique, bonjour l'Afrique, bonjour l'Europe, bonjour l'Asie. Aujourd'hui, ici à Montréal, nous entamons quelque chose de mieux, combattre les micro-agressions dans le milieu de travail, dans la vie au quotidien, soigner les esprits, briser le racisme systémique. Nous savons que les micro-agressions sont des paroles, gestes ou attitudes souvent banalisées qui transmettent des stéréotypes ou du mépris envers des personnes racisées, même sans intention consciente. En milieu de soins,
elles nuisent à la santé psychologique ou au climat de travail et à la qualité des services et s'inscrivent dans un contexte de racisme systémique. Ça, ce ne sont pas mes paroles. Ça, ce sont les paroles provenant de cette recherche. Ça, je ne peux pas aller plus loin. Je vous présente notre panéliste, c'est qui a eu la charge de courir après ces recherches, d'aller fouiller pour comprendre ce que nous traversons. Bonjour Amel. Bonjour Papi. Amel, je ne saurais vous présenter, mais j'aimerais que vous vous présentez vous-même à nos téléspectateurs pour dire qui est Amel Virginie. Bonsoir, bonjour tout le monde. Moi, c'est Virginie Armel Assako, épouse Newvop. Je suis maman de 3 enfants. Actuellement, je travaille comme technologue en imagerie médicale dans le milieu de la santé ici au Québec. Je fais partie de Poids Homme Canada, je suis membre de Poids Homme Canada. Et avec mon travail, je m'implique dans mon ordre professionnel à l'Optimero. Je suis membre du comité événement. Et avec aussi mon travail, je m'implique avec notre syndicat, le syndicat des professionnels et des techniciens en santé, la PTS, où je fais partie du comité diversité. Et c'est dans ce comité diversité-là que nous avons eu du travail. On devait trouver quelque chose à faire. Quels sont les problèmes que la communauté immigrante a au milieu de la santé. Et avec notre brainstorming, on a trouvé que les microagressions, c'était quelque chose d'important, de débilitant presque pour les employés immigrants qui travaillent au milieu de la santé. On m'a donné cette charge de faire cet article pour essayer de voir c'est quoi d'abord les microagressions, comment ça se manifeste et comment ça se vit au quotidien et qu'est-ce que notre syndicat peut faire pour aider les employés et pour aider les gestionnaires à passer au travers. Donc c'est d'où l'idée de l'article. Ça veut dire que quand on présente la problématique sur les microagressions, le syndicat, ça a été comme quelque chose de bienvenu parce que ça faisait partie peut-être des plaintes au quotidien. Exactement. Il y a beaucoup de personnes issues de la minorité visible immigrante dans le système de la santé et dans notre région ou notre syndicat Montérégie-Est. Et le syndicat avait trouvé qu'il y avait beaucoup de plaintes, beaucoup de demandes de congés, beaucoup de mal-être auprès de ses employés, ses membres issus de la diversité culturelle. Alors, je voulais comprendre qu'est-ce que c'est, parce que ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui arrivait, pourquoi c'est ça, c'est quoi les comment vivaient les personnes racisées vis-à-vis de ça, parce que eux, c'est quand même des Québécois, il fallait qu'ils comprennent. Et nous aussi, on vivait des choses, mais on ne pouvait pas mettre le nom sur qu'est-ce qu'on vivait, et on ne sait pas comment réagir à ça. Et ce que tu viens de dire là est très important, parce qu'on peut vivre quelque chose, mais on ne sait même pas qu'on est sujet à cela. C'est pourquoi la question est importante. C'est quoi une microagression? En fait, d'après les lectures et les recherches que j'ai eues, les microagressions, je vais vous dire le thème, ce sont des petites, des coups d'interaction verbale, comportementale, environnementale, qui transmettent des messages dévalorisants. Donc, c'est implicite ou bien pas du tout explicite, ça peut être très caché. Et c'est normalisé dans le système et s'inscrivent dans une hiérarchie de racisme systémique. C'est très complexe. Et il y a des auteurs, par exemple, qui ont souligné que ces interactions quotidiennes, ça perpétue des messages de marginalisation raciale. Je vais dire, par exemple, on va citer qu'il y a des micro-insultes qui traduisent des stéréotypes. Des micros, je vais dire par exemple, faire des remarques sur le type de cheveux qu'on a pour montrer la différence. Parfois, ça peut paraître que c'est juste de la curiosité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La personne ne reçoit pas ça comme de la curiosité. Bon, imaginez après quelques 3, 4, 5 fois, 10 fois, ou bien pendant toute carrière, on te fait toujours une remarque sur la longueur, la texture, le pourquoi de changer. À un moment donné, tu as l'impression qu'il faut changer pour plaire. Oui, pour ne plus être visible.
pour ne plus se sentir remarqué. C'est ça les microagressions. Et parce que c'est des petites choses, individuellement, c'est rien. Donc, on peut aussi dire la micro-invalidation. Donc, ça nie l'expérience des personnes racisées. Ça veut dire, de ma compréhension, je ne suis pas experte, mais j'ai lu, ils disent que ça invalide ton expérience. Si tu viens dire, par exemple, à ton gestionnaire, ce que tel m'a dit, je ne me sens pas bien là-dedans. Bien, le fait qu'elle ait donné une impression, ou bien le fait qu'un patient n'ait pas voulu que moi je la traite, je ne me sens pas bien. Et qu'est-ce que le gestionnaire va dire? Oh non, ne t'inquiète pas, c'est un client, il a le droit de choisir qui va s'occuper de lui. Elle n'a pas compris ton ressenti. Tu comprends? Et toi, tu restes derrière avec cette sensation-là qu'on ne te veut pas. Tu n'es pas accepté. Mais le gestionnaire, ça c'est un exemple, lui il va considérer que non, c'est le client, il a le droit de choisir qui il veut. C'est juste un exemple d'invalidation de l'expérience. On considère que parfois quand quelqu'un te dit une remarque, est-ce qu'il y avait vous aviez par exemple des lions dans votre cou par exemple, est-ce que tu as voyagé comment pour arriver ici? Tu te sens pas bien, tu te dis mais pourquoi il me dit ça? Mais la personne va te dire non, je suis juste curieuse. Donc, il ne comprend pas que c'est blessant d'imaginer qu'on marche ici, on dort dans des arbres et tout. Ça, ce sont les micros. On nie l'expérience des personnes racisées. Il y a les micro-assauts plus explicites, parfois intentionnels. C'est parfois déjà, ne fais pas ça, laisse ici, moi je suis capable de faire. Tu n'es pas capable, laisse, je vais le faire. Comme pour montrer que tu n'es pas capable. Tu ne sais pas ce que tu fais. On est toujours en train de douter qui tu es. Comme par exemple un médecin qui arrive, on demande, est-ce que vous êtes vraiment médecin? Vous êtes... Bien sûr que vous comprenez la médecine. C'est ça, des choses comme ça. Il y a aussi des normes, ce qui est institutionnel, donc des normes, des politiques, des pratiques. Je vais donner une norme, par exemple, cette histoire que les gens ont le droit. C'est pas moi qui dis, c'est... Dans les recherches. Dans les recherches, je vais vous donner le nom de la référence où j'ai trouvé ça. C'est Sudé en 2017 dans son livre Racial Migration in Everyday Life. Le livre a été sorti en 2007. Elle dit, institutionnellement, quand on dit que le client dans le milieu de la santé est roi, il peut choisir un homme, son soignant, s'il est à l'aise avec un homme, s'il est à l'aise avec un noir, il choisit son traitant. Ce sont des microagressions à personne visée parce que l'autre personne ne se sent pas. Le fait d'autoriser ça, ça fait partie si j'arrive et la personne qui est de garde n'est pas dans le clivage que je veux, c'est ça. Je refuse les soins qu'on me cherche, trouve quelqu'un qui est mieux, c'est ça. Ça fait partie des microagressions institutionnelles, exactement. C'est pas moi qui le dis, c'est ses collègues qui l'ont mis dans leur livre en 2017. Donc, en fait, ça, c'est en gros les types de microagressions qu'on a déterminés dans la littérature. Ça fait une recherche qui vient carrément montrer que ce que parfois on banalise, ce n'est pas toujours ça. Non. C'est pas toujours. Et quand tu as fait ces recherches et tout ce que tu as présenté, comment ton syndicat a pris cela après avoir consulté toute la recherche, le résultat? Le syndicat était très intéressé et très content de l'avoir parce qu'on l'a publié dans notre journal, le journal de notre syndicat PTS. Et la directrice de notre comité a reçu beaucoup d'appels pour pouvoir faire une formation, pour informer les membres que ça existe et qu'est-ce que c'est et comment les reconnaître et donner des formations aussi aux gestionnaires, comment ils vont gérer ça quand ça arrive, quand peut-être un membre vient se plaindre que j'ai subi tel, comment répondre à ça pour que le membre n'est pas bien. Parce qu'il faut comprendre que le problème derrière ça, c'est qu'à force de subir les microagressions, la personne ne se sent pas bien, elle ne se sent pas à l'aise au travail et ça amène une détresse psychologique qui entraîne plein d'autres problèmes. On a beaucoup de mise en arrêt, de repos, des maladies mentales qui arrivent, de l'insatisfaction et beaucoup de changements de travail. On change de poste, on veut toujours aller dans un milieu où on est à l'aise, mais on ne se sent pas bien et on change. Et là, il n'y a pas beaucoup de rétention. Donc c'est un gros problème pour le syndicat parce qu'il veut le bien-être. Et le syndicat a en face
des gestionnaires, Oui. la direction, qui n'est Qui pas est très ouverte. Elle est très ouverte. Quand c'est arrivé, parce que d'après ce que notre directrice nous a dit, ils sont très ouverts et ils sont en train de créer une formation pour pouvoir mobiliser et amener ça au niveau des membres et des gestionnaires. Donc il y a la formation en train d'être montée. Merci Amel, parce que là, ça nous pose la table. Mais je vais vous présenter le deuxième panéliste qui est Thomas Yonga et Yuga. C'est ça? Thomas Yuga. Yuga en français, Yonga en fait. Donc j'ai prononcé bien Yonga. C'est ça. Comme ça se doit. C'est ça. Ben, vous comprenez que ça vient instinctivement et tout. Alors Thomas, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau et en écoutant Armel. Oui. Mais avant d'arriver là, qui est Thomas? Je vais le faire simple parce que mon nom c'est Thomas Steve Yuga. Ouais. Et le yoga c'est en français, on dit Yonga. Comment j'ai fait. Pour mes occupations, je vais dire, comme me catégorise souvent, je fais presque dans tout. C'est-à-dire, je suis assez multitâche. Mais je suis entrepreneur, je suis dans les affaires et présentement spécialisé en santé et bien-être, entre autres thérapeute, des plantes et des soins d'énergie, d'imposition des mains. Et je suis aussi très proche du monde parce que j'ai une autre fonction de célébrant de mariage. Ça fait toujours bizarre quand je le dis. Donc, je représente l'état civil, je marie des gens et j'ai aussi une fonction de conseiller conjugal. Et j'ai toujours la question de t'es marié, afin de pouvoir marier du monde aussi. C'est souvent un peu les... Donc, ça, c'est un peu brièvement pour ma présentation. Mais quand tu entends ça, tu es quand même auprès d'une service à la clientèle. Et qu'est-ce que tu entends, ces micro-questions? Est-ce que tu reconnais certaines choses qui se passent? Tu as vu ça dans ton... Oh, je peux dire, je le reconnais, je l'ai vécu pleinement. J'ai du monde qui l'a vécu, mais le terme micro-agression n'a jamais été mis dessus. Pour ma part, je suis quelqu'un qui est assez réfractaire à l'énergie des gens. Ça veut dire j'ai subi, mais ça on m'a dit que j'ai pas vraiment mis de l'accent dessus parce que je me suis dit, je ne me laisse pas influencer par ce qui vient des autres, mais je ne savais pas que c'était appelé des micro-agressions. Ok, d'où la définition et le présenter de façon pour que tout le monde soit conscient. Conscient. Et j'ai dans l'entourage des personnes qui vivent cette situation et par contre qui essayent de s'acclimater. Comme on l'a dit, dans ce système où on essaye de s'arranger. Ça veut dire, on pense toujours que... Mais ça va venir dans une autre partie, parce qu'il faudrait comprendre comment les gens réagissent par rapport à ça. Mais toi, est-ce que dans tes célébrations, ou bien en rencontrant des patients, il y a ces préjugés, ces stéréotypes-là qui apparaissent par des questionnements? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de stéréotypes qui apparaissent dans ça. Déjà, même lorsque j'annonce que je fais dans ça, on me dit, mais tu fais dans ça comment? Ça n'a pas vraiment d'allure. Je reçois toujours si tu fais plusieurs choses, c'est que tu n'es pas sérieux. Donc, ça veut dire, tu dois normalement faire une seule activité. C'est ça qui monte en sérieux. Ça veut dire, déjà, on banalise le fait que tu peux avoir plusieurs connaissances que tu mets au service pour créer ta compétence. C'est ça. Tes formations maintenant sont déjà minimisées parce qu'on ne voit pas la personne. C'est ça, on ne voit pas la personne et aussi c'est la vision que les gens ont de ça. Donc, par exemple, le célébrant, on s'est dit, mais d'où t'as sorti cette affaire? Est-ce que c'est même sérieux? Donc, il y a comme... C'est pas méchant parfois, donc on va dire c'est un peu parfois en rigolant. Et bon, moi, je sais qu'après c'est que je me laisse pas atteindre par ce qu'on dit parce que je sais ce que je fais, mais pour d'autres, c'est assez pesant. Donc, c'est assez pesant. Et ces micro-agressions sont vraiment subtiles. Lorsqu'on ne sait pas, en fait, on n'a pas mis le doigt. Une définition concrète comme ça permet vraiment d'encadrer cet aspect, ce concept, pour que et pouvoir exposer à la lumière vraiment ce que les gens voient. Ce que tu viens là, ça vient de me suggérer une question que je vais poser à Amel. Parce que quand on voit les micro-agressions, est-ce que dans tes recherches, tu t'en rends compte que c'est seulement horizontal entre collègues ou bien vertical
entre vous, par exemple les infirmières et les patients, infirmières supérieures, c'est un peu à tous les niveaux. C'est exactement, j'aime bien ta question parce que on n'a pas avoir l'impression que c'est juste l'interaction avec les gens du même plan professionnel ou bien social, non. Dans le milieu du travail, il y a des microagressions qui viennent avec les clients, les patients. Donc, c'est eux qui vont vouloir que tu te justifies à chaque fois. Quand on te voit, on te demande, tu viens d'où? Tu t'es formé où? Ça a l'air très simple comme question, mais c'est quelque chose qui veut valider. C'est une validation pour eux, pour être sûr, pour tester, pour qu'ils soient confiants. Mais toi, de l'autre côté, tu as l'impression de vouloir, tu dois te justifier que j'ai ma place ici. Tu dois dire que tu t'es formé ici. Ben, dans ça, il y a quelque chose qui me turlupine. Je ne veux pas faire l'avocat du diable un peu, là. Mais est-ce que ce n'est pas un manque d'information pour certaines personnes? Parce que je me rappelle que quelqu'un m'a posé la question à l'université, est-ce que dans le pays où tu viens, il y a des routes? Bon. Avant d'arriver là, je vais terminer avec les niveaux. Oui. Microagression. J'ai dit, il y a horizontalement avec les collègues qu'on va douter de ton truc, on va venir tout le temps après toi valider ce que tu as fait, Oui. aller rapporter tes petites choses. C'est surtout la validation. Venir surveiller ce que tu as fait, corriger, mettre des notes. Et pourtant, tu es la seule, on ne fait pas, les autres ne font pas ça. On est en train de questionner. Avec les clients, tu dois te justifier, que ce soit les médecins. Je sais faire ce que je fais. Oui, j'ai été formé à tel endroit, je suis là depuis, j'ai l'expérience depuis 10 ans, et ainsi de suite. Avec généralement la hiérarchie, c'est quand on ne te fait pas confiance directement, on ne peut pas t'offrir des rôles, on t'offre pas des rôles. Que tu seras avec quelqu'un, Oui, il va t'accompagner. on ne te fait pas confiance directement pour faire tel projet ou autre chose. Tu es capable de le faire, mais tu te trouves que tu es toujours comme en avant-garde. Parfois, l'information est retenue pour toi. À toi, on ne te donne pas l'information, on donne à tout le monde. Tu as l'information à travers des collègues. C'est quelques petits exemples. Mais pour répondre à la question de l'ignorance, est-ce que c'est l'ignorance? C'est peut-être l'ignorance. Mais il ne faut pas juste regarder. Le problème de microagression, ce n'est pas ce que tu dis, toi. C'est l'impact que ça a sur l'autre. Je le comprends bien. C'est ça. Parce que ça peut venir. Son point. Oui. Ça peut venir de l'ignorance. L'ignorance aussi. Mais l'impact que ça, c'est pas toi seul. Le fait que toi, la seule personne a posé la question. C'est le fait que depuis des années, des mois, on te pose toujours la même question. C'est ça. Les différentes personnes te posent à toi la même. Il faut prendre les microagressions pas comme. C'est pas la personne qui pose, qui fait, c'est le ressenti de la personne à qui on pose ces questions. Il faut se mettre à la place de l'immigrant qui est quelque part et on lui propose toujours la même question. Tu t'es formé où? Tu es où? Et différentes personnes devant lui. Mais là, comment il se sent? Là, ça va enlever le point de l'ignorance. Parce que si on prend une personne qui est dans le service depuis 5-10 ans, qui a vu du monde passer, et que chaque nouvelle personne qui arrive, on a tendance à reposer la même question, ça veut dire qu'on est conscient de la négativité qu'on est en train d'inculquer à l'autre. C'est ça, exactement. Et ça devient sciemment parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est dans un domaine 2-3 ans, on a vu des personnes passer et qu'on répète la même question chaque fois qu'on est en face d'une personne immigrante. Oui. Il faut qu'elle se justifie, le fait que je suis là, je suis légitime. Donc il faut légitimer sa présence un au peu travail. Comme si le fait qu'on soit une personne immigrante, on n'est pas chaque personne qui est devant vous devient RH. Voilà, il doit valider tes compétences. Et s'accepter dans le travail. C'est ça. Ouais, c'est toujours demandé avec une pointe de souris. Oui. Donc, ça fait que le sourire, c'est un peu comme une mise en confiance, mais comme on a dit, la répercussion et la récurrence à chaque fois, la personne décide de prendre ça sur lui. Oui. Je viens au travail, je vais subir ça, je vais supporter et puis je vais rentrer. Mais c'est un impact
Sinon, continue, non, les Mais si tu t'en rends compte que ça fait longtemps que les gens le font, et dans la recherche que tu vois, tu le fais en 2024-25, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on voit qu'il y a eu des recherches et des choses en 2007. Oui, depuis des années, Ça c'est veut connu. dire que quelque part, il y a ce qu'on appelle l'aveuglement volontaire. C'est pour Ou ça bien que... le manque de moyens. Non, c'est pour ça que beaucoup d'auteurs disent que ça rentre dans ce qu'on appelle le racisme systémique. On l'a Donc, institutionnalisé. on a des lois qui protègent les personnes racisées contre plein de choses. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lois pour nous protéger contre tout ce qui est raciste clair, là, des mauvais choix à l'embauche, des refus de maisons. On n'est plus à ce niveau-là du racisme. C'est vraiment plus subtil et c'est plus institutionnel et c'est plus dans les mentalités, les comportements réguliers de tous les jours. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de formation, d'information ici. Il faut qu'on mette les gens, on met les doigts. Parce que beaucoup aussi le font. C'est tellement habituel. Vous savez, c'est tellement normal pour un client d'arriver et demander que tu es d'où, tu viens d'où, depuis quand tu es là. Et ça, le problème, c'est pas poser la question et s'arrêter là. Vous avez déjà remarqué, il y a beaucoup de gens qui posent cette question et puis Ça stop. s'arrête là. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de... La curiosité vient que... Moi, je n'ai jamais été en Afrique. Tu viens de quel coin en Afrique? Ça, c'est différent de dire, tu viens d'où? Tu es ici depuis quand? Tu finis de répondre. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, imagine le nombre de fois. C'est différent de quand c'est la communication. Moi, je suis de Saguenay et ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Toi, tu es ici depuis combien d'années, machin? D'où la formation pour pouvoir détecter c'est quoi C'est quoi exactement. Et si moi, je viens me plaindre à quelqu'un que je suis tannée, que ça fait 5 ans que je suis ici, on me demande toujours que je viens d'où et tout, et sans que j'ai toujours l'impression que la personne ne me dit pas d'où il vient. Je me sens mal à l'aise de répondre à ces questions. Et le fait de ne pas valider, c'est dire, laisse ça te coûte quoi de répondre que tu es camerounaise et tout. On vient de banaliser. On vient de banaliser. Et ton expérience vient d'être annulée complètement. Et là, ça revient sur toi, tu te doutes. Est-ce que c'est moi qui fais trop? Est-ce que c'est moi qui suis mal? Tu es sensible. Je suis trop sensible. C'est ça. Nous allons mettre le point sur ce cas-là. Et c'est vrai que la formation et l'étendre à d'autres organisations, c'est important. Et à notre vie au quotidien, c'est encore plus qu'important pour l'estime de soi. C'est pourquoi, après la page publicitaire que nous avons à voir, où on va prendre un peu de détente, on va revenir pour attaquer ce point. Parce qu'on va rentrer, tu rentres déjà dans cette phase de formation où on veut mettre l'emphase. Ce sera bien pour nous de l'attaquer de plein fouet. Et peut-être on aura à avoir un peu de redondance pour revenir sur d'autres cas, mais on va rentrer dans la formation avec d'autres organisations et dans notre vie au quotidien. Après la pause, Esther.
춤춤 공공 와자양가 빌랑냐 비타 빌랑냐 빌랑냐 올레리아 돈위 바메메레요 귀위귀위 올레리아. Pour toutes vos transactions immobilières, vente et achat de condos, maisons unifamiliales, immeubles à revenus, centres commerciaux, entreprises, stations-service, résidences pour personnes âgées ou RPA, terrains résidentiels et commerciaux, mais aussi pour vos projets de construction neuve, résidentielle. Apolline Sylviane Djoko, expert comptable, courtière en immobilier résidentiel et commercial, prend votre confort en main, fait la validation et la vérification des informations, analyse tous les ratios de rentabilité pour vous aider à faire le bon choix et prendre la bonne décision. Contactez Apolline au numéro 514 358 60 41. Couronnez la meilleure au Award Ngaz TV avec Apolline Sylviane Djoko, clé en main sans stress. Bonjour, eh bien, on retourne sur le plateau maintenant et on va aller voir le côté de la formation. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce que Amel nous l'a dit tantôt, à son niveau, on est en train de voir comment monter une formation qu'on va donner. Est-ce que tu peux un peu nous dire si c'est déjà fait ou s'il y a un comité ou c'est encore en réflexion à ce niveau? Au niveau de la PTS Montérégie Est, notre directrice du comité est en collaboration avec les gestionnaires du SUS de la Montérégie pour monter une formation. Ce n'est pas encore fait, ils sont en train de monter, ils vont s'asseoir ensemble. C'est un truc en collaboration entre les membres et le patronat pour monter cette formation. Ce n'est pas encore fait, ils sont là-dessus actuellement. Parce qu'on doit faire une formation pour les cadres, les gestionnaires, et une formation aussi pour les membres qui doit être fait parce que c'est un problème que et le CIS et notre syndicat trouvent que c'est très important à résoudre et à monitorer dans le système de santé. J'aurai une ouverture là-dessus, mais je vais peut-être te revenir après. D'accord. Thomas, en tant qu'autonome, quand on comprend ce qu'elle présente, Oui. et tu viens de dire que tu ne savais pas que c'était dans le cadre de microagressions et tout. Est-ce que tu sens qu'il faudrait, à ton niveau, faire des recherches pour mieux comprendre pour les personnes qui sont comme travailleurs autonomes? Oui, ça serait vraiment important de faire des recherches dans ce cas-là, parce que on va principalement sur le fait de la banalisation. Ça veut dire, ce n'est pas méchant, c'est parfois juste des questionnements, il faut répondre sans vraiment y prêter garde. Mais comme elle a mentionné, Amel, quand on regarde le fond, ça impacte parce qu'il y a comme une estime de soi qui est touchée et il faut toujours prouver. Donc on a même ce contexte-là, quand on arrive ici, on dit obligatoirement qu'on est dans le contexte racisé, il faut que tu prouves, il faut être fort. Ce qui fait que tu vas vraiment, il faut que tu te formes encore plus. C'est ça. Donc on te met, donc tu viens avec le concept que tu dois apprendre, tu dois être au niveau. Et même si tu reçois des pics, oui. Prends-le avec le sourire, ça c'est rien, mais l'impact il est conséquent parce que lorsqu'on est travailleur autonome, ça veut dire on n'a pas une hiérarchie au-dessus qui va peut-être venir temporiser que non, il faudrait limiter telle interaction. Non, tu es seul avec le client ou même avec des professionnels. Oui. Il y aura la remise en question de ta compétence à chaque fois. Il y aura souvent la comparaison de tel dans le même domaine fait mieux, vous ne faites pas ça. Est-ce que vous avez vraiment été formé? Est-ce que vous pouvez me dire où vous avez fait la formation? Avez-vous un diplôme? Donc ça fait qu'à ce moment, c'est soit dire stop, ou bien essayer de se justifier avec le sourire, comme pour gagner la confiance de la personne. Ça devient comme une obligation. Il faut absolument qu'à chaque fois, je gagne la confiance. Mais si c'est récurrent, à un moment... C'est épuisant. C'est épuisant. Ouais, il y a une pression qui s'installe. Et ça, c'est épuisant.
dans le domaine de la santé, nous avons des personnes qui offrent le service à domicile. Ils sont parfois laissés à eux-mêmes. Et peut-être à certaines micro-agressions, on dirait ça comme ça. Mais est-ce que vous avez parfois des retours des clients par rapport à ceux qui leur rendent visite à domicile? Dans tes recherches, tu en as vu des retours ou des choses comme ça? C'est la même problématique. C'est comme il dit avec les travailleurs autonomes, c'est eux qui doivent gérer, mais ils ont comme l'obligation de s'occuper des patients. Ils ont l'obligation aussi, ils ont la hiérarchie aussi qui les regarde. Il y a des comportements qu'ils ne peuvent pas avoir, ils ne peuvent pas réprimander. Ça pose des patients très malades, des problèmes de santé mentale. C'est différent avec ça. Avec les patients à domicile qui sont en situation de vulnérabilité. Je peux pas, parce que ça peut aller que c'est leur maladie qui les fait ça, c'est différent. Oui. Sauf si c'est peut-être les aidants à côté. Les aidants à côté. Oui, qu'on peut considérer. Les malades. Je vais lire un peu une partie de l'article qui expliquait l'enjeu que Monténégro se dit. Donc, le réseau de la santé est l'un des milieux de travail les plus culturellement diversifiés. Les équipes réunissent des personnes d'origine différentes aux réalités multiples. Pourtant, cette diversité cohabite avec des relations hiérarchiques très structurées, des niveaux élevés d'épuisement et parfois de stéréotypes latents. Ces facteurs sont un terrain fertile pour l'apparition des micro-agressions envers des membres racisés. Un rapport public, notamment la commission vient où les constatations entourant le projet de la loi 19 ont mis en lumière l'existence des pratiques discriminatoires dans les institutions publiques québécoises, y compris dans le réseau de la santé. Ces micro-agressions ne touchent pas seulement les travailleurs, elles ont aussi un effet sur les soins offerts aux patients et aux patientes. Donc le gouvernement du Québec a fait une étude, il est conscient que ça existe. Parce que le travail est bâclé, parce le travail n'est pas fait, parce que tu ne peux pas le faire correctement. Tu te sens pas à l'aise. Déjà qu'il n'y a pas assez de travailleurs, il y a une pénurie. Si en plus on doit laisser les gens ne pas vouloir tel, je ne veux pas que tel me touche, et puis on ne veut pas utiliser tel parce qu'il est noir, on ne veut pas l'envoyer là-bas parce qu'il est asiatique, bien parce que son accent, on ne comprend pas son accent est trop fort. C'est déjà des petites choses, ça fait qu'il manque du personnel. Oui. Et c'est en train que les gens n'ont pas assez de soins. Rien que sur cette base-là de l'accès aux soins, ça peut réduire l'accès aux soins. Parce qu'en plus, quand elle ne se sent pas bien, elle se sent épuisée, elle se sent mal à l'aise, elle va caler malade, elle aura peur d'aller dans telle maison, faire tel soin, parce qu'elle dit « Oh my God ». On va encore se moquer de mon accent, je vais me sentir mal à l'aise, elle va coller malade, elle ne va pas venir travailler. Ça fait toujours un manque de personnes qui arrivent aux soins. Donc, la commission d'enquête a mis ça au point et les gouvernements sont au courant. Mais ce qu'il faut, c'est que nous, les communautés immigrantes, les communautés racisées et dans les milieux comme avec le syndicat, apporte ça. Vous savez bien qu'on a beau mettre des lois, si la population ne porte pas ça au flambeau et ne dénonce pas, ça ne pourrait pas avancer vraiment. Mais est-ce que dans ça, vous regardez le droit de refus? Parce que je sais que dans certains organismes, des organisations, il y a ce qu'on appelle le droit de refus. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise avec ça, j'ai le droit de refuser parce que je ne suis pas correct. Je vous ai lu le document que la dame a écrit en 2007 concernant ça, ça fait partie. Okay. Il faut que les organisations trouvent une manière. Ça ne doit pas être l'employé qui vient devant et que c'est à lui qu'on lui dit « je ne te veux pas toi ». Ça peut être par exemple le patient qui est dans son dossier, c'est écrit, et quand on l'emmène pour ses soins, le système s'organise. Parce que le pire dedans, c'est quand c'est l'employé qui gère ça au quotidien. Mais le soignant, l'infirmière, qui arrive devant un patient qui dit que je ne te veux pas, tout, il a le droit de refus. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'ils ont ce côté de droit de refus? Je sais qu'il y a le droit de refus, mais je ne suis pas au fait des normes. C'est pas bien encadré. C'est ça, je ne suis pas au fait des normes de ce domaine-là, dans les droits d'éthique et des droits des patients. Si quelqu'un qui nous suit a une information, il peut nous donner. Mais tout ce que je sais, c'est que des études ont été menées pour dire que ce droit de refus n'est pas avantageux pour les immigrants, parce que ça fait partie des micro-agressions pour eux.
Parce que quand on parle de formation, c'est vrai que dans le milieu de soins, c'est très vaste et c'est très demandant. Et il y a un autre panéliste qui n'a pas pu venir avec nous. Il est technicien en télécommunication et ça fait partie de beaucoup de choses qu'il vit aussi là. Si je vois dans son cadre où il est, BCE, ils ont, je vais parler de Bell en gros, ils donnent des formations pour ces micro-agressions. Ils le donnent chaque année. Ils essaient de vous amener à comprendre. Et on vous dit exactement quel est le cheminement à suivre quand on est victime. On vous dit comment s'en sortir. Il y a une formation qui est donnée et qui est répétée. Et dans ça, il y a ce qu'on appelle le droit de refus. Donc, vous arrivez chez un client, la façon de le faire, vous dites, oh, il y a tel propos, je ne me sens pas à l'aise pour travailler là. Il y a telle chose pour ma sécurité, je ne me sens pas à l'aise. Oui. Et tu fais ton rapport, et le rapport, on ne peut pas le cacher à la prochaine personne qui pourra aller pour ce travail. On lui dit, voilà comment la personne s'est comportée. Ça permet en même temps de donner aussi une formation à ces personnes qui pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Exactement. Est-ce qu'au niveau de la santé, ça ne peut pas être aussi une autre approche? Parce qu'on peut voir certaines organisations qui ont déjà ça sur pied. Peut-être on n'a pas pensé. Ça, c'était une suggestion. Oui. Ça peut être une ouverture pour passer de comment quelqu'un gère le sien. Mais le domaine de la santé, je sais, c'est touffu. Et c'est plus complexe que ça. Très complexe. Je peux dire, avec mon ordre professionnel, l'ordre professionnel qui s'occupe des techniciens en imagerie médicale, le TIMO, BNQ, on a un droit comme ça. Quand toi, technologue, tu te sens, tu ne peux pas fournir des soins de manière efficiente et efficace pour ta sécurité et celle du patient. Tu as le droit de ne pas le faire et c'est normal. Donc, on a ça. Mais comment tu dois juste pouvoir justifier que l'attitude du patient envers toi te permet de ne pas être en état de fournir les meilleurs soins? C'est ça que moi je connais dans notre ordre Oui, ça c'est professionnel. vrai. Bon, comment ça peut s'appliquer? Il y avait des micro-agressions. Il faut que ça aille un peu plus loin que juste des paroles et qui va dire non, c'était juste des blagues. Ça doit aller plus loin. Tu dois vraiment avoir un ressenti que lui, s'il dit qu'il ne veut pas travailler avec moi, c'est normal. Oui. Moi, j'ai le droit, je ne force pas. J'ai dit, je ne pourrais pas travailler avec lui parce que je ne me sens pas à l'aise. En plus, il ne veut pas. Je ne pourrais pas donner le maximum. De moi-même. De moi-même. Et c'est ce qu'on veut. C'est ça. Et c'est ça qui vient nous faire voir. On est en train de parler maintenant. Tout à l'heure, on parlait des personnes qui nous entourent. Quand tu viens peut-être dire à un ami, voilà ce que j'ai eu comme interaction avec un client ou avec une autre personne concernant ces micro-agressions, comment est-ce que la personne le prend? Tout à l'heure, tu as dit, je souris et je fais ce que j'avais à faire. Est-ce que c'est parce que tu ne comprenais pas le fait ou bien c'est parce que c'était une façon pour toi de gérer cette crise? Je dis que c'est presque une façon de gérer parce que que ce soit dans le service ou dans le fonctionnement commun, donc je me suis, comme mis ce principe, ça veut dire quand j'ai ma tâche à faire, je le fais. Et ce que la personne va m'envoyer, je vais voir ce qui peut être de bien pour moi à l'intérieur ou ce qui ne m'intéresse pas, je ne le prends pas. Mais j'ai une limite, ça veut dire je ne permettrai, si c'est quelque chose qui devient redondant, que je perçois que ça devient vicieux, je vais être clair et direct. Cette approche-là, je ne prends pas. Si ça continue, à l'extrême, ça va être que tu devras aller prendre le service ailleurs. Ou bien je ne te permets pas de me projeter peut-être une frustration, peut-être tu as une expérience avec quelqu'un d'autre, peut-être, mais que je ne permets pas en fait que cette énergie vienne chez moi. Okay. Donc, et ça, c'est comment je suis, ça veut dire je ne permets pas qu'on trouve ma quiétude, peu importe. Et puis c'est quelque chose qui n'est pas évident chez tout le monde. Parce qu'on a souvent ce principe, comme on dit, il faut être professionnel, ça veut dire on essaie d'encadrer, on essaie de faire avec, et puis on donne le service. Mais je ne vais pas arriver à l'extrême, je ne donne pas le service, je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas parce que tu payes un service que tu vas penser t'adresser n'importe comment, ou que tu vas trouver judicieux de poser une question que tu vas penser anodine. Parce que parfois,
si la personne qui reçoit n'informe pas, l'autre personne aussi ne va pas être au courant que ce que je dis peut poser problème. Donc, oui, c'est ça, parce que s'il donne ces petits mots, des petits assauts, et à chaque fois on lui a pas dit non, et on souriait plutôt qu'un petit sourire un peu comme forcé. Mais ça peut être que tu es l'un des rares qui dit non, et C'est puis ça. la suite continue. Bah, c'est ça. Je vais juste rebondir, si tu permets, Papi, Oui. sur ce qu'il parle des petits assauts, c'est très important. Je vais donner un exemple. Il y a des assauts qu'on parle de la remise en question systémique de la compétence. C'est très simple. Les membres racisés comme un médecin, il arrive, le patient lui dit, tu es sûr que tu es le médecin de garde. Oh. Je ne pensais pas que tu étais le chef d'équipe. Donc, dans une conversation, il dit quelque chose. Je ne savais pas que tu étais le chef d'équipe. Ah, et puis, ça peut aller. Ah, félicitations, je ne savais pas. Ça, c'est des... Et c'est même intolérable, ça. Exactement. C'est des commentaires qui s'inscrivent dans tout ce qu'on appelle les stéréotypes que les personnes racisées souffrent. Je vais donner un exemple. L'hypervigilance, qu'on appelle l'hypervigilance. Donc, on fait la vérification. Ça veut dire, tu te rends compte qu'on a vérifié, peut-être tu as fait un test au labo, tu as fait tes résultats et tu viens voir quelqu'un est venu refaire les calculs, il a mis des croix. Oui. Ok, je vais dire ça. Des demandes constantes que tu te justifies, des doutes persistants. Tu es sûr que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment la bonne dose? On va recalculer. Ah, ok, finalement, tu avais raison. Est-ce que ça va aller? Tu sais Oui, que ça va aller? ça va aller. L'assurance a accru, et ça, c'est le racisme institutionnel. Et si tu pars te plaindre, tu dis, comment ça se fait que chaque fois que je fais telle tâche, je viens te trouver que telle est venue recorriger, elle est venue refaire, elle a replié, elle a réarrangé. Tu te plains à la gestionnaire que tu te sens pas à l'aise. On va te dire, non, c'est pour être sûr que le travail est bien fait. Tu n'as pas te sentir personnellement visé, c'est pas personnel, c'est le travail. Il y a une couverture du système. C'est ça. C'est un peu du système. Mais- Pour couvrir. Pour couvrir quelque chose et tu te sens non seulement micro-agressé, en plus invalidé, on ne reconnaît même pas que tu souffres. Mais là où je suis un peu perplexe, est-ce que ça ne peut pas être une perception sociétale? Généralement, dans la société, les gens vont parler entre eux quand ils sont entre eux. Et ils ont une façon de percevoir les autres communautés. Et il y a des gens qui vont arriver, reproduire soit ce qu'ils ont entendu des aînés dans la famille ou bien dans leur petite communauté. Oh, ces personnes racisées, ils sont comme ça. Oh, ils sont comme ça, c'est comme ça. Est-ce que ce n'est pas parfois une façon de transplanter notre vécu quotidien dans notre petite communauté, dans le lieu de service, malgré ce qu'on vit? Parce que de plus en plus, les gens ne veulent pas être mal vus dans leur communauté. Il faut aussi qu'on sente qu'il est là. Est-ce que ce n'est pas ça maintenant qui est un gros choc? C'est un choc, mais ce qui rend ça plus grave, c'est que ça affecte le professeur, ça affecte le travail des gens. Et le système de la santé se rend compte que leurs personnes racisées, quand ça arrive, quand cette micro arrive au niveau du travail, ça fait qu'ils sont malades, ils collent malades, ils ne viennent pas travailler, ils se sentent pas à l'aise, ils changent de poste à chaque moment, ils font pas 1 an, 2, 3 ans, c'est ça le problème. Il faut comprendre que, je ne sais pas si j'ai compris ta question, mais il faut comprendre que le système de santé, il veut maximiser, il ne faut pas qu'il pète l'argent. Je comprends C'est ça. ma question. Oui, ce que tu dis, je le consens. C'est difficile pour un gestionnaire, surtout ceux qui sont au niveau du dispatching des effectifs. C'est ça. C'est tellement rotatif dans ce domaine parce que je suis sûr que ces gestionnaires pètent le plomb tout le temps. Parce que tout ça va venir leur retrouver et ils ne pourront pas affecter un X à tel niveau parce que, à un grade, parce qu'il y a tout ça et c'est valide, c'est réel. Moi, je voudrais savoir ce que nos communautés, en dehors de nos lieux de travail, font pour former leurs gens. Ça peut être des communautés racisées aussi, comme ça peut être même les communautés autochtones qui sont là, encore, entre guillemets, autochtones, je vais dire entre guillemets, pour comprendre que C'est tout le monde. c'est tout le monde. Est-ce que chacun dans sa communauté, on vit par des préjugés, ou on vit par des formations pour permettre aux gens d'être heureux? Oui,
Et notre panéliste a dit une chose, c'est que le fait de mettre un nom dessus, c'est important. Donc, nos communautés, on doit pouvoir savoir que ça existe. Première Et chose. connaître comment ça se manifeste et valider ça. Donc, quand notre frère du village, de nos collègues racistes vient dire quelque chose lié et que tu as été au courant, c'est que ça, c'est une microagression, tu valides. Ça veut dire tu acceptes son ressenti. Quand on dit valider le problème de quelqu'un, c'est pas que tu es d'accord avec. Tu valides juste que je comprends ta peine, je comprends ce que tu ressens. Tu ne juges pas. Tu ne dis pas que tout le monde ressent des choses comme ça, laisse passer. Ou bien j'ai eu ça l'année passée, c'est pas grave. Ça va aller. On ne dit plus ça. Il faut éviter la banalisation. Il ne faut de ces pas choses. banaliser, il faut ressentir. Parce que c'est ça justement le problème. Quand la personne n'est pas validée, ça reste en dedans. C'est une blessure. Et ça va faire plein de petites blessures. Et quand il va avoir un petit souci au travail ou bien dans la famille qui ne marche pas, des problèmes de couple, ça va venir s'ajouter à plein de petites blessures qu'elle a eues au travail, plein de petits manques de reconnaissance, et elle va péter les plombs dans sa vie. C'est vrai qu'on va venir sur les conséquences qui sont là. On va voir ces conséquences tantôt. C'est parce que pour la formation, j'étais en train de regarder de façon pas seulement ciblée dans les organisations. C'est pourquoi j'attaque nos communautés et tout, comme ce que nous sommes en train de faire ce matin avec Gas TV. C'est une autre information. Il faut informer le monde. Et au-delà de l'information, il faut la formation. Parce que on a attaqué ce sujet et il faut que nous en soyons témoins. Qu'on prenne des engagements, même à notre niveau. Dans nos communautés, qu'on nous donne la possibilité de leur dire c'est quoi. Parce que quand on sait ce quoi, ça permet que même lorsqu'on va faire de la formation, tout le monde sait déjà où on va. Ça va diminuer la banalisation des problèmes. Est-ce que ce côté-là, c'est aussi penser qu'au niveau des communautés, on puisse faire cette formation-là? Oui, ça, je veux dire, ça serait vraiment idéal, surtout pour le plan intégration. Parce que quand on dit intégration, on voit en gros le travail, l'école, l'intégration sociale, comment la vie en fait quotidienne. Oui. Mais on n'a pas... On ne voit pas les micros-embûches. Les micros-embûches. Ou la préparation mentale, parce que on va dire, pour les personnes racisées, surtout notre communauté particulièrement, on a le mental. Mais il y a des situations où même le mental ne suffit pas, parce qu'on se retrouve dans une situation, il faut qu'on marche. On ne sait pas si on marche sur des œufs ou pas. Et la banalisation est souvent la routine. Ah, Calais, c'est souvent comme ça, j'ai seulement. Donc c'est ça qu'on reçoit tout le temps. La personne essaye de se retrouver, parce qu'il y a le nouvel environnement, il y a les lois, il y a cette pression de il y a les lois, ici il faut être comme ça. Donc là, le côté strict que peut-être les membres ou la communauté vont donner, il faut que tu sois comme ça, il faut. Ça fait que quand on reçoit même des choses, on se dit, certains vont se dire que j'ai même pas le droit de m'opposer. Ça veut dire peut-être en m'opposant, je vais avoir une conséquence qui va me tomber sur la tête. Est-ce que c'est question de conséquences ou c'est question de vouloir plaire à l'employeur? Il y a le côté de... bon, il faut aussi comprendre qu'il y a les factures, c'est difficile avec le travail, donc si j'ai un travail, il faut que je supporte. Oui, le travail. Un employeur, c'est celui qui veut que le travail soit bien fait et que j'ai un retour, que j'ai un rendement pour pouvoir payer les personnes. Mais les gestionnaires qui sont là, parfois ce n'est pas la politique de l'employeur qu'ils appliquent. Il y a des gestionnaires qui disent « Ah, lui là, il fait tout ce que je veux. » Et on met un poste où il va me rendre compte. C'est ça. Alors la personne va chercher à plaire, à être là. Non, c'est mon boss. Est-ce que dans tes recherches, tu as trouvé que ça pouvait faire partie, vouloir plaire à nos personnes ou bien on ne fait pas mention? Ah non. Je ne sais pas, quand tu parles de vouloir plaire... Une collègue ouais. qui va rapporter sur l'autre chaque fois parce qu'il faut qu'elle soit bien vue aux yeux du boss pour que le boss lui donne toujours « Ah bon, contrôle ça, contrôle ceci. » Le légendaire snitch. Oui. On snitch. On snitch, avec la loi, bon, je ne sais pas, c'est comme normalisé que oui. on a dit que tu as fait ça.
Mais Oui. on ne peut pas te dire qui. C'est ça. Ça fait qu'il y a la première frustration de qui est sur moi. Et ensuite, tu dois te justifier. Dans quelque chose, et parfois, c'est quelque chose que tu n'es pas coupable, mais tu te sens cette nécessité de justifier le snitch. Et puis, quand ça devient redondant, c'est là où la pression... Tu vas changer de milieu de travail. Surtout dans le milieu de la santé, tu ne peux Exact. pas supporter ça. C'est très difficile. C'est ça. Ça entre, parce que les microagressions, c'est vrai que pour les migrants et les personnes racisées et les migrants de tous les bords, on les vit d'une certaine manière. Mais il y a aussi cette portion que tout le monde, dans le milieu de travail ou dans la communauté, peut se sentir mal parce qu'il est dévalorisé, parce qu'on ne lui fait pas assez confiance. Ça peut arriver pas seulement aux personnes racisées. Cela, le fait d'aller toujours dans le dos de quelqu'un, aller raconter des faits et gestes sans jamais venir et qu'il faut tout le temps qu'il se justifie ou peut-être des gestionnaires. savoir pourquoi il se Sans savoir justifie. pourquoi il se justifie. Ça fait partie. Ça, tout le monde peut le vivre. C'est vrai que c'est disproportionné au niveau des personnes racisées, ce genre de problème-là. Je veux aussi. Il y a un autre exemple que j'ai retrouvé très intéressant. Je ne sais pas si c'est très visible. La désignation disproportionnée des tâches physiques ou difficiles aux personnes racisées. Ouais, ça c'est ton genre de travail. Voilà, Ça. exactement. Certains employés, surtout les hommes noirs ou racisés, sont plus fréquemment envoyés vers des tâches lourdes ou considérés plus exigeants physiquement, alimentant des stéréotypes historiques. Ça, c'est une recherche de ce qui a été faite dans les années 70. Donc, c'est une vieille affaire de toujours s'imaginer. On peut considérer que c'est normal, tellement c'est, même dans notre subconscient, on se dit que les fois, Oui. parfois on se vante qu'on est plus fort que les autres. Mais ça garde un stéréotype qui dit qu'on est différent, qu'on est des personnes bizarres un peu. Et face à face de l'autre, on ne se sent pas égal, pas égal en termes de force et tout, mais égal en termes de personnes lambda. Considération. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est ça. Donc, il veut toujours que, on va dire comme le mythe de l'homme racisé, on est fort, on est insensible à la douleur. On doit baisser la tête et faire ce qu'on nous dit. C'est ça, insensible à la douleur physique et psychique et psychologique. Ça veut dire, c'est pas grave, il encaisse bien. C'est pas... Oh, c'est pas difficile c'est pour pas lui. difficile pour Il est capable, il peut le faire. Donc, et là, lorsque ça fait que la personne sur son mental, tu es choqué, mais tu ne peux pas l'exprimer parce qu'il y a l'acceptation qui rentre en jeu, il y a tu ne maîtrises pas le système. Donc, ça fait que la personne essaie de se repérer, Oui. mais c'est navigation à vue. Parce qu'on est dans un contexte, et surtout quand l'entourage te dit Aka, laisse. Ça va aller. C'était ça, la perception de la société, de nos communautés. Ah, tu peux t'en passer de ça. Mais je me rappelle que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il a répondu à son boss qui lui demandait de faire quelque chose. Boss, ce que tu dis est très important. Mais j'apprends beaucoup en observant. Pouvez-vous essayer? Et là, le boss s'est senti dénudé carrément parce qu'on lui a demandé d'essayer. Oh. Oui, on lui a demandé d'essayer. Bon, on était dans ce qu'on appelle les échanges communautaires et les gens nous en parlent parce que ce point, on n'en parle pas. Et il faut une bonne formation au niveau de nos communautés, de nos lieux de travail, quitte à ce que d'autres organisations sentent que quand ils ne le font pas, il y en a qui se sont mis à le faire. Ça peut aider. Alors, on va retourner après 2 minutes de pause là et on va attaquer les conséquences des micro-agressions sur nos personnes parce qu'on en a déjà touché sur les milieux de travail, on en a touché un peu. Alors, grâce à toi, à la région. Wapunoto Africa, mama, yeah. She mommy, she my fontaine. She got me, she got the time. She gonna ya te la tofa. She mbalo bienene wa. She mommy, she fontaine. She gonna ya lele. She mbalo bienene wa lo.
Mohobambolo, Papa, but a daughter, why you mount the time? Papa, well, I can no longer away. What won't be loving, what won't be love, but one fellow, but good to pony, Papa, well, I don't know what Papa. She my fontaine, and she got on me, see the time. She found I hit the lot of up, a shimbalo, and an egg, she many, she fontaine, she found I lele, a shimbalo, and an egg, Motola, Puямbishi, Motola, Chetama, your pap, and Mamma, woman, chair, one dollar, away, yeah. Waponya kebe mesio, pepe, ponya lo te ha, olo. Wapuna ko Africa, mane, yeah. She my fountain, a shikarami, she understand. She fona ya yite la tofa, a shimbalo denene, she manie, a she fontaine, she fona ya lele, a shimbalo denene, o pulushi pumbishi, shanenengwa somile pinjebolo, o pulushi pumbwe, pour accrocher l'eau. Les micro-agressions au quotidien, les micro-agressions dans nos lieux de service, dans nos lieux de travail, l'ignorance, la méconnaissance, manque de travail. On n'est pas parfait, mais parfois on ne sait même pas qu'on est agressé. Mais aujourd'hui, on attarde le sujet, on voit un peu les conséquences, on sait déjà un peu ce que c'est. Mais au niveau de l'organisation, au niveau de la santé, quelles sont les conséquences que vous retrouvez là-dedans? Et comme je l'ai déjà dit ici, c'est un problème au niveau de la rétention du personnel, du roulement du personnel et aussi le bien-être au travail. Ça rentre dans les problématiques de santé et sécurité au travail parce que le bien-être au travail fait rentrer là-dedans. Quelqu'un n'est pas bien dans son travail, il peut faire un peu plus d'erreurs, ça revient que les maladies psychologiques, les dépressions, ça peut aller parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux de sensibilité mentale différents. Donc pour quelqu'un qui va subir ces micro-agressions, ça peut juste le déranger 2-3 jours et il passe à autre chose. Mais d'autres personnes qui sont plus sensibles au niveau de leur santé mentale, ça peut aller jusqu'à des dépressions. Parfois on va rencontrer des gens qui prennent 1 an, 2 ans de repos. Ça ne va pas, c'est difficile de revenir au travail. Alors, si on fait une enquête, on se rend compte qu'il y a eu une accumulation de mal-être et qui fait qu'un manque des employés, surtout pour la masse de travail immigrante qui est de plus en plus nombreuse dans cette de la santé. C'est vraiment ça le gros problème. Et c'est pour ça que notre syndicat a voulu vraiment aborder, parce que ce sont ses membres qui souffrent le plus dans cette affaire-là. Ce qui veut dire petit à petit, on crée des blessures. En effet, chaque fois, on frappe sur le même point et on est surpris que demain, il y a un cratère. Il y a des dépenses financières parce qu'il faut le roulement de personnel, il faut la formation des nouveaux, les gens partent, il faut réapprendre, il faut restructurer et que certaines personnes ne sont même pas conscientes de l'impact qu'il y a sur l'organisation. C'est ça. On sait, le personnel financier et tout le monde est impacté, mais ça revient sur nous. On trimballe ce fardeau en famille. Alors Thomas, quand tu arrives chez les gens, parfois pour les soigner, parce qu'il y a une tension, parce qu'on est parfois fatigué, on est comme dépressif. Parfois on n'est même pas conscient de d'où ça vient, si on ne sait pas qu'il y a des micro-agressions. Oui, ça c'est quelque chose de clair, parce que on ne peut pas savoir ce qu'est la conséquence de notre mal-être si on ne connaît pas la cause. Ça c'est la première. Et c'est ici que nos communautés découvrent ce qu'est le stress et découvrent qu'on y est très sensible. Parce que quand on est au pays, on ne connaît pas ce que c'est qu'un psychologue, un psychiatre. On va parler avec le monde parce que chez nous, la conception sociale est différente. La conception sociale est différente. Il y a une chaleur que même on s'appelle tout le monde frère, même si on n'est pas. Ça fait qu'il y a
on va dire comment, une atténuation collective qui fait qu'on ne perçoit pas trop cette pression. Mais ici, il y a d'abord le problème de la solitude et aussi l'accueil. Le comportement de personnes âgées dépend de comment ils sont accueillis. Celui qui vient seul et qui doit se démerder pour naviguer et trouver, lorsqu'il est soumis à ça, cette personne sont faciles à la dépression. Et parfois, même des personnes qui sont bien accompagnées sont en dépression. Ce qui fait que j'ai eu à côtoyer du monde qui, le stress et l'anxiété, c'est leur quotidien. Et lorsqu'il t'explique ce qu'il vit au travail, il te dit, il faut payer les factures. Je n'ai pas le choix. Parce que si je quitte ce travail, je n'ai rien. Conséquence, je vais faire de mon mieux pour absorber toute cette énergie négative. Je vais me battre à l'extérioriser. Et c'est comme ça qu'on a les cas les plus pires, les suicides. Lorsque ça n'arrive plus à sortir, parce que cette personne, ce qu'il vit aussi, il ne peut pas extérioriser, parce que juste discuter avec quelqu'un qui comprend, mais qui ne te dit pas, tu devrais faire ci. Fais-moi confiance, fais ça plutôt, fais ça, mais qui t'écoute. Donc parfois, écouter la personne, s'extérioriser, après tu dis, je comprends. C'est pas évident. Donc, surtout quand on est un homme, tu es homme, tu es garçon. Donc tu dois encaisser, tu es fort. Surtout, quand il y a le travail, quand il y a la pression, tu dois aussi assurer, parce que peut-être on compte sur toi, tu dois donner des résultats. Donc, si toi tu es fait, tu montres, tu as peur de t'ouvrir, je vis ça, c'est dur. On ne va pas être, parfois, on peut être conciliant, où on va dire, bon, toi-même tu vois qu'on va faire comment. Tu es là parce que nous, on compte sur toi. Donc tu dois être fort. Mais toi, tu acceptes, mais ça te laisse un goût amer parce que ton besoin à l'instant de compréhension, de compassion n'est pas nourri. Ok, c'est ça. Je crois que c'est ça aussi un problème au niveau familial aussi. Amel, tu penses que si, que ce soit le conjoint, la conjointe n'est pas réceptive quand on se plaint, quand on présente ce problème, comment ça se passe? Parce que je sais que dans le milieu de la santé, on vit ça, même dans les milieux de garderie, parce que on a les petits-enfants, on a les parents qui sont là, on a toute cette interaction. Là-bas, il y a le patient, il y a le garde malade, il y a tout ça. Ce n'est pas toujours évident, mais parfois, il faut avoir des partenaires qui soient ouverts, prêts à écouter et même à orienter. C'est ça. Et l'écoute, c'est vraiment important. Et je me rappelle, on parle de l'écoute active qu'on a appris. Je suis en train de faire un bac en gestion des ressources humaines et dedans, j'ai appris quelque chose d'important, l'écoute active. Ça veut dire tu écoutes et tu prends conscience. Pas que tu te mets à la place de la personne, mais tu prends conscience de ce que la personne te dit. Sans jugement. Il faut que nos conjoints, nos frères, nos sœurs, on arrive dans le contexte où nous sommes ici, qu'on soit capable de le faire. Comme tu l'as si bien dit, notre collègue. Écoutez, sans jugement. Quand ton épouse, ton frère, ta sœur rentre du travail et te dit « Je suis fatiguée, qu'on me surveille à chaque temps, on répare mes choses, je me sens mal. » Déjà qu'elle a pris beaucoup de courage, surtout nous, en tant que Noirs africains, de venir dire des choses comme ça. Tu ne vas pas le dire, tout le monde vit des affaires de même. Tu dois écouter, tu dois valider. Je comprends que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Toi, tu penses que dans ton milieu, ça peut se faire comment? Ou bien, dis-lui de te raconter toute l'histoire avec les détails. Comment ça s'est passé? C'était à quelle heure? C'était qui? Pour qu'elle évacue, elle raconte toute l'histoire, elle évacue, elle sort tous les détails. Et parfois, c'est là, à travers ces discussions, que tu peux comprendre qu'il n'y a pas que le bavardage de là, c'est plein d'autres affaires. Parce qu'il faut aussi comprendre que le fait que ça nous touche, le fait que ça nous atteint, c'est parce qu'il y a quelque chose, une insécurité qu'on a, immigrants. On a besoin de se faire accepter. On a besoin d'être reconnu comme professionnel. On a besoin de s'intégrer et d'être au même pied d'égalité que tous les autres. Donc on aimerait que quand on arrive vers un patient, il se comporte avec nous comme on le voit se comporter avec le collègue blanc. Donc on a ce besoin-là. Et quand on ne le sent pas, ça nous affecte. C'est comme un échec de notre intégration.
on sent comme on n'a pas réussi. C'est inconscient, mais c'est là. Si notre conjoint peut nous écouter, nous parler, et puis ça va venir, et puis on va se rendre compte, ah, ok, il m'a écouté. Et l'écoute est tellement importante. Parce que à ce moment-là, on pourra évacuer cela. Les frustrations. Et même parfois, la demande de l'autre va tenir compte de ce que l'autre vit au quotidien. Et c'est souvent ça qu'on oublie. Parce que même parfois, dans nos communautés, parce qu'il faut parfois prendre ça de deux bords. Parce que parfois, il y a une personne qui a habilité à parler, à présenter sa douleur, présenter ses peines. Mais parfois, on oublie que l'autre qui écoute aussi vit des peines. Et tellement il peut minimiser ce que lui il subit, que ça devient une indifférence involontaire. Parce que il devrait avoir ce qu'on appelle une formation en consultation matrimoniale. On dit souvent, ce n'est pas toujours la personne qui est tellement en peine qui souffre le plus, qui présente plus sa peine, qui souffre le plus. Parce que parfois il faut se poser la question, et lui qui m'écoute tous les jours, et lui, qu'est-ce qu'il vit? Mais tellement l'agression nous a étouffés qu'on oublie. Parce que l'une des conséquences que je peux voir, c'est la reproduction de ce phénomène dans notre propre famille. Sans s'en rendre compte, parce que l'acceptation que nous on va trouver, tout à l'heure on a dit qu'on banalise. Banaliser, c'est en même temps reproduire cela en disant non, ce n'est que ça. Je crois qu'on le voit aussi dans nos communautés. Où tu viens, tu présentes ton problème, tu chiales. Ça, c'est déjà une autre microagression. Mais c'est ça. Et je peux ajouter même aussi, rien que le fait que je vienne te dire, oh, on a volé mon téléphone, vraiment, je suis... tu es négligente. Tu es négligente. Oh, mon mari me frappe et tout. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu crois que c'est normal, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'amour. C'est ça. Donc, on invalide ta souffrance, on ne considère pas que tu as de la peine. Et ça perpétue ce mal-être. Et ça fait que les relations même entre les couples... Bon, imaginez quelqu'un qui vit une chose comme ça chez elle. En plus, au travail, elle subit des micro-agressions. Toi qui as eu des gens qui sont en couple et qui ont des problèmes, qu'est-ce que ça peut donner comme mélange? C'est terrible. Explosif. Exactement. Non seulement c'est explosif, et puis la conséquence directe, c'est que quand ce sont les parents qui sont impactés, ça va impacter les enfants. Oui. Et maintenant, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on se retrouve souvent dans les situations où notre entourage, pensant bien faire, donne des conseils qui parfois finissent dans les conséquences. Qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de, je vais dire, au niveau du couple, il faut qu'il y ait une complicité. Ça veut dire que la question de comment la journée de l'autre est passée ne soit pas juste, bon, je demande pour demander, mais c'est vraiment pour écouter. Parce que j'ai eu cette habitude, quand j'avais eu une blonde, chaque fois qu'elle rentre à la maison, se décharge. Voilà, mais après, et toi, c'était comment? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vécu? Ça fait que j'absorbe, parce que j'absorbe bien. Et ça étouffe même tout ce que tu pouvais sortir toi aussi. C'est ça. Mais en disant après que, et toi, dis-moi, parce qu'elle disait après, j'ai trop parlé de moi, et toi alors. Donc ça fait que là, ça fait circuler. Mais maintenant, il y a ceux qui n'ont pas cette opportunité, ça fait que il y a toujours les conseils qui viennent. Ça veut dire c'est toujours conseil, non, fais ceci, fais cela. Comme on dit souvent, trop de conseils en jour, c'était le en sourd. Ça fait que tu ne reçois pas ce dont tu as besoin. Parfois, c'est une simple écoute. Parce que j'ai souvent une question que je dis, c'est une femme veut se plaindre à son mari. Il y a une question qu'il faut poser. Est-ce que tu veux que je t'écoute te plaindre seulement, tu te déchires, ou bien tu veux que je t'écoute et que je t'aide à résoudre le problème? Ça veut dire, est-ce que c'est juste tu as besoin de te défouler ou tu as besoin que je t'aide à résoudre? Parce qu'on dit parfois qu'on est dans un contexte où il faut souvent, on ne peut pas deviner ce que l'autre pense. Oui. Pour le savoir, il faut communiquer. En posant cette question, si c'est je veux que tu m'écoutes, tu l'écoutes calmement, elle finit, et puis ça peut être une consolation, un moment de calme et tout pour évacuer. Mais si c'est je veux que tu m'aides à résoudre ce problème,
tu sais qu'à la fin, il va falloir trouver une solution. Mais si c'est la situation, elle veut juste l'écoute, tu donnes les conseils, et tu n'as pas aussi dit vraiment ce qu'elle voulait, parce que tu devais deviner, ça donne une frustration. Exact. Après, c'est à la maison, ne m'écoute pas. Je vais revenir encore au travail, subir ça, je vais rentrer, on ne va pas m'écouter. Ça fait que la personne, même étant bien entourée, n'arrive pas à évacuer. À évacuer. Donc, ce qui fait que La dépression. au niveau des couples, la dépression s'installe. Nous savons que l'observation, le non-verbal, parle parfois plus que le verbal. Et tout à l'heure, quand Amel a présenté un cas, elle disait, tu travailles, il y a quelqu'un qui te surveille, qui regarde tout ce que tu fais comme geste, qui est toujours après toi. Pourtant, quand on se retrouve dans le couple, on a tendance à dire, ah, tu ne regardes jamais ce que je fais. Tu ne regardes pas ce que j'ai porté. Ben, j'essaie de faire le lien là. Quand on se retrouve que le regard de mon mari, le regard de ma femme, avant que je sorte de la maison, est pour moi un signe rassurant. Et on arrive au travail, quelqu'un qui vous regarde au point où vous vous doutez même de qui vous êtes. Quand vous rentrez à la maison et que soit la femme ou moi vous regarde, souvent ça peut faire ce qu'on appelle un traumatisme. Ah, peut-être ça fait déjà comme l'autre. On peut transcender. Ça vient dans ce qu'on appelle déjà une paranoïa, dans notre psychose, pour montrer à quel point ces micro-agressions, où ça vient petit à petit comme une goutte d'eau, qui tape tout le temps, peut détruire toute une communauté. Oui, parce que imaginez, elle subit ça au travail, elle n'a pas le soutien de sa hiérarchie parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est. Elle n'a pas le soutien de ses collègues parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils bien minimisent, oh, on t'aime ici, tout le monde t'aime ici, là, il n'y a pas de problème. Et puis elle arrive chez elle, si elle parle ça à ses amis, ah, nous tous on vit pareil, c'est pas grand chose, mais c'est là, ça cogne, et puis elle devient paranoïaque. Oui. Et puis à la maison, elle ne sait plus comment gérer. Ça, c'est des boules qu'on tire là-dedans. Et s'il y a un petit problème avec le conjoint, ou bien les enfants ça devient on est des immigrants, on n'a pas nos parents, nos mamans, nos tantes, nos cousines qui parfois ont cette écoute, parfois qui nous écoutent à longueur de journée sans rien dire. On est toutes seules. Ça devient un gros problème dans nos foyers et dans nos communautés parce que nos travailleurs immigrants deviennent perdus, ils n'ont pas de soutien au travail, la communauté ne sait pas comment réagir à la situation, ils n'ont pas d'écoute non plus dans la communauté, ça entraîne des dépressions, des manques. Parfois on transcende sans les petits problèmes à la maison deviennent des grosses affaires, tu ne sais pas pourquoi, elle te répond mal, elle devient irrespectueuse, elle analyse tout ce que tu fais, parce qu'elle était traumatisée depuis le travail, parce qu'il n'y a pas eu assez d'écoute, parce qu'il n'y a pas assez de soutien dans la communauté. Vous savez, c'est important pour nous, en tant que communauté camerounaise, bamileke, de connaître c'est quoi. Comme je vous ai expliqué, c'est quoi les microagressions, pour que chacun sache ce que c'est. Il y a aussi des microagressions, je vais pas dire inconscientes, mais c'est des microagressions qui viennent de la pression du système. On va dire c'est un pattern. Lorsqu'on est migrant, en dehors du travail, on a une grosse pression. Surtout lorsqu'on n'est pas peut-être encore résident. Ça veut dire la pression que l'immigration va avoir sur nous. Dans le contexte, par exemple... C'est le système. C'est le système. Donc, ça veut dire il y a le système. Maintenant, quelqu'un qui est dans la situation où il a la pression pour renouveler peut-être son document parce qu'il doit réunir tel. En même temps, il doit gérer cette situation. Et en même temps, il essaye de trouver ou communiquer ou trouver la solution pour son problème. Donc le principal problème, c'est aussi que dans notre communauté, l'ouverture de soi pour exposer ses problèmes, ce n'est pas quelque chose de vulgarisé. Oui. Parce que, on va dire, mieux vaut garder ça secret pour soi. Il ne faut pas trop s'exposer, il ne faut pas montrer la faiblesse. Et on arrive dans un système où il faut s'ouvrir. Si tu ne dis pas, on ne va pas savoir. Et surtout ici, le téléphone, c'est le meilleur témoin aujourd'hui. S'il y a n'importe quelle situation, il est préférable de filmer pour dire j'ai une preuve visuelle, je ne délie pas, je ne m'imagine pas les choses. Et quand on est dans ce contexte maintenant, on fait face à la microagression du système. C'est le système, le travail, l'entourage. Et puis parfois, soi-même, on se donne des microagressions. On a un complexe d'infériorité qui est assez généralisé pour certains.
Donc, se rabaisser, parce que j'ai ce propos que je dis, il ne faut jamais dire je suis incompétent, parce que tu t'assommes avec cette marque sur toi. Et c'est quelque chose qui... Bon, là, c'est un peu dans le côté où on appelle une excuse, c'est un peu plus loin, peut-être on va aller là-bas. Mais là, dans ce que tu viens de dire, c'est que il y a un phénomène que je suis en train de voir qui n'est pas toujours évident. Quand je change de département, même si j'ai la formation, j'ai besoin d'acquérir de la compétence. Quand j'entre dans un milieu de travail, même si je suis formé, il y a la réalité. Je dois acquérir de la compétence. L'autre phénomène qu'il faut apprendre, il faut apprendre à questionner, regarder son milieu, qui peut mieux m'encadrer quand je me forme, quand je complète ma formation. Parce que ça, c'est aussi un point où il n'y a pas beaucoup d'échanges. On devrait apprendre à se parler. Je sais, Armel est dans la santé. Moi, je rentre dans la santé. Oh, Armel, mon domaine, c'est ça. Elle dit non, je peux t'envoyer quelqu'un d'autre parce qu'il est plus dans ce domaine. Ça, c'est ce qu'on appelle un dialogue qui aide tout le monde. Et c'est ça aussi quelque chose qui manque. Ce réseautage-là, il faut qu'on le travaille. Parce que dans mon travail, quand je rencontre un nouveau client, je lui dis, c'est pas parce que tu es nouveau que je ne peux pas avoir besoin de toi. Ça, c'est d'abord un. Il dit, mais c'est toi qui es en train de me former. Tu dis, je dois avoir besoin de toi. Je dis oui. Parce que parfois vous êtes jeune, vous avez plus de latitude à trouver certains points sur le clavardage et tout, ou bien d'aller regarder quelque chose. Même parfois, après 20 ans dans un domaine, on peut avoir un blanc de mémoire. On appelle un collègue pour poser des questions. Donc il faut qu'on apprenne à poser la question. Mais la meilleure des choses, parce qu'on est dans les conséquences, c'est la traçabilité. Tu as parlé du téléphone. Donc il faut que ce que je fasse, que ce soit traçable. J'envoie un message, oh j'ai un blanc dans tel domaine, peux-tu m'aider? C'est vrai que la réponse peut être une microagression. Oui. La réponse peut être une microagression. Mais on sait au moins que la traçabilité permet de comprendre que tu avais besoin qu'on t'éclaircit. Et c'est ça qui... les points importants pour vraiment jouer un rôle, pour essayer, ce qu'on a mis en place dans la littérature, c'est comme on a dit, on doit savoir reconnaître les microagressions, les nommer, intervenir comme témoin solidaire. Donc si tu vois quelqu'un subir, tu viens à côté de lui pour l'aider. On est témoin solidaire. Documenter les incidents, que ce soit... Surtout au niveau du travail, il faut les documenter, comme tu l'as dit. Tu peux enregistrer, tu peux noter, tu peux même juste noter tel jour. Tu notes. Soutenir les collègues touchés, ça c'est un travail. Exact. On doit les soutenir. Ça c'est un travail qui va être fait avec la formation, parce qu'il faut que le collègue soit conscient que ça existe, qu'il sache ce que c'est. Oui. Ça fait partie du travail. Et participer aux formations syndicales. Ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. Mais au niveau de la communauté, c'est ça. Il faut qu'on puisse accueillir nos gens qui ont subi les microagressions. Comme on connaît déjà, j'espère, on connaît déjà c'est quoi les microagressions. On reconnaît les microagressions. Donc, quand quelqu'un viendra nous dire qu'il a vécu, on doit accepter, écouter et lui demander de documenter. Et quand tu vas documenter, si c'est au milieu du travail, tu as de quoi parler à ton gestionnaire. Tel jour, tel a dit ceci. Tel jour, j'ai vécu telle situation. Ça fait beaucoup. Et je ne me sens pas bien avec ça. Et comme un exemple pour cette solution, c'est une connaissance qui a vécu cette situation où elle subissait déjà des macro-agressions au travail. Elle m'a dit, je vais démissionner parce que je ne peux plus. Il y a des rumeurs sur moi tout le temps. On me traite de tout le nom. Au travail, mes collègues me mènent la vie dure. Tout le monde me déteste. Je lui ai dit, si tu quittes ton travail et que tu fuis, ça va te poursuivre. Parce que tu ne connais pas c'est vraiment quoi l'origine. Fais plutôt simple. Quitter, c'est dire qu'ils ont raison. C'est ça. Rédige une lettre de démission, mais tu expliques pourquoi tu veux démissionner. Et tu expliques clairement ton vécu. Elle a rédigé, elle a envoyé. Quand on s'est reparlé, elle avait le sourire. Elle dit, j'ai envoyé la lettre de démission. La hiérarchie a mené les enquêtes. On a découvert que c'était tel collègue,
C'est une affaire de cœur parce que je parlais avec tel collègue qui l'intéressait et là donc elle s'est mise en agent du diable et distribuait tout ça dans les rumeurs. Elle se défendait son bien-être. Donc, pour défendre son intérêt, elle a décidé de lui pourrir comme la vie. Et après, elle avait le sourire parce qu'elle se disait c'était une petite altercation. Mais l'échelle de pression, de stress, parce que c'était à un niveau de se remettre en question. Je suis incompétente. Mais au travail, elle est reconnue comme la meilleure. Donc, il y avait la manque de confiance de soi, le stress tout le temps. C'était une anxiété. Mais parce qu'on te rabaisse. C'est ça. On te rabaisse tout le temps. On disait que c'est la friture avec quelqu'un de frivole, c'était dispatché partout. Donc, ça fait que même les résidents, parce que c'était quelqu'un dans le social, intervenant social. Et ces gens du social souffrent beaucoup. Hein. Oui. Vraiment. Oui. Parce je dis toujours, les intervenants sociaux interviennent pour aider les gens à se fixer, mais qui les fixe eux? Parce que ce sont des absorbeurs de mauvaises énergies, de tout. Ça fait maintenant qu'elle a quitté la place se sentant légère. Et ils ont renforcé le système là-bas. Donc ça fait que dénoncer et avoir donné les informations. Le système aussi se remet en cause parce qu'on est dans une société où la vie est importante, c'est ça. On le voit un peu partout où c'est vrai qu'il y a un peu de prise de conscience là-dessus. Et même si parfois on va parler et mettre sur le pied, c'est pas facile, certaines organisations mettent sur pied ce qu'on appelle des numéros. On vous donne des courriels pour pouvoir présenter votre problématique parce que les micro-agressions peuvent venir de ton gestionnaire. Ça peut venir d'un collègue. Et quand tu envoies au gestionnaire, ça s'amplifie. Alors, à qui je peux envoyer d'autres? Il faut qu'il y ait ces numéros. Parce que quand on monte la formation, on sait si ça ne va pas, je peux me référer à. Si je me réfère à mon gestionnaire, il y a aussi quelqu'un au-dessus de mon gestionnaire. Ça te fait un backup. Tu as au moins une protection. Nous, on ne l'a pas toujours. Dans nos communautés, il est temps pour nous aussi que par cette formation, on crée ce monde. Et même parfois, je peux penser qu'une des causes de beaucoup de ça, c'est trop inclusif. On a beaucoup de gens qui ne fréquentent pas d'autres personnes. C'est clair. Et ça, c'est un problème. Qu'on le veut ou non, ceux qui envoient des enfants à l'école sont conscients que les parents des amis de nos enfants, après beaucoup de fréquentation, n'ont plus la même perception qu'au départ. Ce qui veut dire qu'on a toujours peur de l'inconnu. Et parfois, on se protège de l'inconnu par le qu'en dira-t-on, par des propos qui viennent à gauche, à droite. Oh, je connais les Noirs, ils sont comme ça. Ça va rester jusqu'à ce qu'on accepte de sortir de sa barrière, côtoyer les autres. Apprendre parfois dans nos, nos événements culturels, inviter nos voisins. C'est ça. Et je vais dire une chose aussi. Je peux dire que je suis très fière de moi. Quand j'ai intégré le comité de diversité à la PTS, dans notre syndicat, ils étaient très contents de m'avoir parce que depuis des années, ils avaient un comité de diversité culturelle, mais il n'y avait personne de la diversité culturelle là-dedans. Oui, quand je suis arrivée, j'ai parlé et j'ai expliqué plein de petites affaires. Ils ont compris qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et je sais que c'est vrai, quand quelqu'un qui dit des phrases de microagression, beaucoup c'est réel, ils veulent savoir. Ils sont curieux. C'est très réel. On ne dénie pas ça. Mais nous, on doit savoir qu'est-ce que c'est. Parce que quand tu sais ce que ça te fait, une microagression, c'est facile, de la reconnaître et de t'éloigner physiquement et mentalement de ça. C'est comme quand tu sais qu'un enfant va faire une bêtise, tu es moins atteint. Donc c'est important pour nous de le savoir. Comme on le sait, on est plus apte à agir, on est plus apte à pouvoir mettre le doigt dessus et ça nous protège aussi mentalement. Et pour compléter, je pense aussi qu'une des raisons, c'est notre autoperception. Parce que le fait, c'est qu'on a le dicton phare. Quand tu arrives au Canada, les Camerounais sont ci, sont ça. Ça veut dire que certaines personnes évitent directement leur communauté pour trouver de l'assistance ailleurs.
Ça veut dire que le fait que on se vide pas dans notre communauté, ça fait que on va essayer de trouver dans d'autres communautés, mais ça fait parfois que la réalité sociale, culturelle ne fait pas que tu ne pourras pas t'ouvrir. Ou bien quand tu vas penser t'ouvrir, il ne te comprendra pas. Les conséquences sont là, le surménage, le stress, dépression, et on en trouve qui se suicident. Ce n'est pas ce qu'il faut, on a toujours besoin d'aide. L'autre cas que tu dis, c'est aussi que on a des personnes qui sont en charge de l'intégration. Comment je peux être en charge de l'intégration si je ne peux pas comprendre le vécu des autres? Je prends ça comme un exemple parce que à l'époque, on était à Rimouski, il y avait un organisme que je vais taire le nom aussi, qui faisait un peu dans l'intégration. Ils s'étaient rendus compte que la meilleure façon de faire comprendre quelqu'un qui est l'autre, tu l'amènes dans son milieu. Alors, certains jeunes dans le milieu social qui était très difficile, qui étaient plus réfractaires aux autres, ils avaient parfois une semaine qu'ils doivent aller dans un pays africain, ils doivent aller dans un pays d'Amérique latine. Et quand ces jeunes-là retournaient, la perception avait changé. Ici, nous, même les communautés, on doit apprendre aussi à s'intégrer, à aller là-dedans, parce que parfois, quand vous êtes proche, vous faites tomber certains préjugés. Si vous avez un Camerounais qui arrive à Montréal, il ne veut être au milieu d'aucune communauté, comment il va s'intégrer d'abord? Comment il va comprendre ce qui va lui arriver? Il n'est pas là. C'est ça. Alors, s'il vient, on va lui dire, ok, tu es Camerounais, voilà la perception, mais ne t'arrête pas là, tu vas faire tes expériences. On est là pour t'accompagner. Alors, si de l'autre côté, on a un intervenant qui vient parfois aux fêtes camerounaises, qui voit un peu ce qu'on fait, parce que ce sont des personnes qu'il faut trouver la façon de les inviter dans ces communautés. Beaucoup aussi, ça va faire tomber beaucoup de préjugés, parce que d'autres ont de raison de se protéger. J'espère qu'ils doivent le faire. On fait notre part, on les invite, mais eux, ils doivent faire le pas pour venir au milieu de nous. C'est un travail de leur côté à faire. Parce que nous, c'est ça que je dis, parce que ça, c'est un cri que nous on lance. C'est ça. Parce que si l'invitation arrive Et qui ne bouge pas. Et que tu ne bouges pas, tu n'as pas fait ta part, ça c'est une invitation. Oui, et un autre facteur qui a été récurrent de vécu, c'était pendant la période de lunch. On disait, vous les Africains, on dit n'amenez pas de poisson parce que votre nourriture ça pue. On ne dit pas ça sent fort, ça pue. On dit ça pue, c'est trop épicé, c'est trop fort. Ça veut déjà dire que il y a déjà cette barrière. Mais un des problèmes, c'est aussi que lorsqu'on ne se connaît pas, ça va être difficile pour l'autre de se percevoir. Par exemple, un Camerounais qui va dire les Camerounais sont comme ça, on fait trop ça. Donc quand tu mets déjà une négation sur d'où tu viens, lui qui avait déjà un préjugé va renforcer son préjugé. Il va renforcer. Et quand tu vas vivre une situation qui nécessite, pour te comprendre, qui connaissent le fonctionnement de chez toi, on va dire ta culture, c'est mort. Parce qu'il sait qu'il a déjà une idée que tu as validée étant de ces ressortissants de là que voilà comment c'est. Quand par exemple, tu vas te plaindre que je vis ça, il va te dire écoute. Et c'est un autre problème. Ça, c'est un débat sérieux quand on tue ça tous les jours. Qui es-tu? Connais-tu ta culture? Connais-tu d'où tu viens? Parce que pour beaucoup de personnes qui me consultent souvent pour le mariage, je dis toujours ceci. La meilleure réussite, c'est de connaître qui on est et où on vient. Si tu ne te connais pas, même si on te déballe tous les dictionnaires pour connaître l'autre, pour mieux vivre avec l'autre, tu feras toujours des erreurs parce que tu ne sais même pas qui tu es. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous demander, pour sortir de cette entame, nous venons de toucher le point sur un cas très sérieux. On parlait de micro parce que c'est des répétitions. C'est pas pour dire que ce n'est pas une agression. C'est une agression répétitive. Parce que quand on met micro, ça veut dire que c'est redondant tout le temps et ça revient, et puis ça s'accumule. Et c'est parfois même plus virulent que de dire seulement une agression. Parce que ça détruit à petit feu. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme engagement à notre niveau, ou bien comme proposition de ce qu'on peut essayer de faire pour un peu informer? Parce qu'on attend encore, en fonction de là où pour former, au moins informer et éduquer sur c'est quoi ces stéréotypes. Amen. Mais moi, je dirais qu'il faut accepter que ça existe.
prendre conscience que ça existe et que c'est grave. Et nous mettre dans la position d'accepter, d'écouter quand quelqu'un se plaint des microagressions. D'arrêter de banaliser les vécus des gens, les expériences personnelles. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est dans notre attitude collective de toujours vouloir banaliser. On a l'impression que ça aide, mais non, ça n'aide pas. Donc, essayer d'arrêter de banaliser, de travailler notre écoute de nos conjoints, nos frères et nos sœurs. Et que nous, en tant que travailleurs de la santé, travailleurs dans tous les domaines où on est avec des clients, qu'on prenne conscience que ça existe et qu'on puisse les nommer et qu'on puisse les identifier. Je vous recommande d'aller voir l'article que j'ai publié sur la PTS sur mon Facebook. Et si vous tapez sur ChatGPT, Google, n'importe quoi, microagression, quoi faire, il y a tellement d'informations que vous allez trouver dessus. Quand la formation va être faite au niveau du CIUS et tout, je demanderai la permission si on peut l'adapter pour nos communautés. On peut encore refaire un autre... C'est ça. Et pour l'adapter pour nos communautés aussi, pour pouvoir vous la présenter. Une émission pour dire qu'il y a formation pour informer le monde. Exactement, c'est ça. Alors, et toi, Thomas? Comme mesure qu'il faudrait prendre pour cette situation, sa première chose, ce serait de la communication. Parce que pour les personnes, on va dire racisées, surtout ceux par exemple qui viennent chez nous, on n'a pas... On a en tête que quand on vit ce genre de situation, il n'y a pas un bouton ou une personne vers qui s'adresser. Il n'y a pas une emergency quelque part. Ou sur lequel il faudra appuyer. Ça fait que, mais on arrive dans un environnement où ça existe. Oui. Donc la première des choses, ça serait de s'informer. Il faut vouloir s'informer. Et donc il y a ce premier point. Et il faudrait aussi emmener la communauté pour... informer la communauté aussi qu'il y a ce point. Par exemple, j'ai rejoint Binam, Jeunesse Binam, je suis dans le comité, et ce qu'on essaie de faire là-bas, c'est d'accueillir les nouveaux arrivants. Et c'est un très bon travail que vous faites au niveau de Jeunesse Binam. Oui, et c'est très bon. Par exemple, le gala que vous avez fait en décembre. Oui, c'était fabuleux parce qu'on pensait ne pas remplir, mais on a eu tellement de personnes. Et ce qu'on voit, c'est une libération. Les gens qui arrivent, ils se libèrent et au cours de l'année, on a des activités ludiques et didactiques où il y a un professionnel qui informe et ensuite on a les activités jeux. Ça permet aux gens de sortir. Donc c'est un appel à ceux qui nous regardent, les jeunes, les parents. La communauté Binam permet de donner comme un encadrement, surtout de briser cette barrière parce que le plus dur c'est de s'ouvrir, de rencontrer des personnes, de communiquer et aussi, ça demande aussi une volonté de s'intégrer. Donc, on va dire, ça, c'est une solution qui peut se poser. Et je pense aussi qu'il pourra avoir comme des événements de réseautage. Mais quand on dit réseautage, on pense business. Mais ça peut être un réseautage dans une autre forme où les gens viennent pour échanger sur le social, sur le vécu, un peu comme les alcooliques anonymes, oui, où les gens parlent de voilà. Parce que c'est très difficile de parler de sa situation quand on est un immigrant. Et parfois, la microagression peut amener quelqu'un à être alcoolique. Il faut je dis parfois, ce n'est pas pour dire que c'est là. Il va noyer ses soucis dans l'alcool. Il noie ses soucis dans l'alcool. Vu que c'est un système d'autodépendance, ça veut dire le gouvernement, pour faire du profit, a besoin des personnes qui vont travailler. Et pour que ces personnes travaillent, doivent être rentables. Pour être rentable, ces personnes doivent se sentir bien pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça veut dire investir sur le confort, le bien-être des gens, sur le point social, fera maintenant qu'il y ait un engagement parce que les entreprises se plaignent que les gens lâchent facilement. Mais on regarde juste le chiffre, il n'y a pas d'employés, le travail, mais quelle est la conséquence directe? Aujourd'hui, nous, on a mis le point sur une des conséquences. Une conséquence majeure. Une conséquence. C'est que les microagressions, donc vraiment l'initiative est à louer parce que c'est une réalité. Par exemple, je n'avais pas ce nom, microagression. Là maintenant, quand on contextualise la chose, l'approche, pour pouvoir déblayer le chemin peut être facile. Et la curiosité va faire en sorte que
Ça ne sera plus juste ce que je vis, je connais ce que je sais, ce que c'est. Et maintenant, en regardant telle émission, j'ai appris, et je vais continuer à apprendre. Et on va travailler beaucoup là-dessus. Je vais vraiment vous remercier. Merci Thomas d'être venu. Merci, ça fait plaisir d'avoir ça. Et je ne sais pas quel genre de remerciement je pourrais donner à Amel pour ce magnifique travail. C'est vrai que Ngaz TV nous a donné la possibilité de le faire, mais mon remerciement va être de ne pas être fatigué pour ce travail qui est commencé. Ça va être très rude parce qu'on voit Jeunesse Binam, on va voir les jeunesses un peu partout et ils sont les plus exposés aussi aujourd'hui. Et il faut qu'on travaille fort pour que notre communauté comprenne dans quoi on se trouve. Les micro-agressions, ça se retrouve partout. C'est une forme de violence. Et une violence sournoise qui détruit à petit feu et qui nous rend carrément vulnérables à tous les points, à tous les niveaux. On ne peut pas imaginer tellement de conséquences que ça fait. Et nous dirons aujourd'hui, moi, Papy, d'abord merci à Amel, merci à Thomas, merci pour ces échanges. Et surtout, merci pour la recherche qui permet de lever le pan, de briser des barrières, d'ouvrir l'esprit des gens pour savoir pourquoi on travaille ensemble. C'est toujours pour le bonheur de tous, pas pour les uns au détriment des autres. Merci à Ngaz TV et à la prochaine pour une autre émission et ce sera un plaisir de vous avoir à nouveau. Plaisir partagé. Merci.